Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais m'asseoir parce qu'on m'a demandé de m'asseoir. Hier, j'avais modéré debout, mais on m'a dit que c'était mieux visuellement de m'asseoir. Bienvenue. Alors, on va aujourd'hui, et enfin ce matin, dans cette table ronde, on va s'interroger sur effectivement pourquoi certains décident de garder la ceinture de sécurité. Alors, pas seulement dans la Twingo, parce qu'on a permis de ne pas la garder dans la Twingo et pas dans la Mercedes, mais de manière générale, pourquoi on va garder cette ceinture de sécurité à travers des témoignages, puisque hier on a entendu les besoins d'information, les besoins de confiance. Aujourd'hui, on a voulu insister un petit peu plus, puisque le sujet n'est pas seulement d'entendre les besoins, mais de les satisfaire, et donc entendre des témoignages sur la manière dont la profession peut effectivement répondre aux besoins, comment elle a pu répondre aux besoins pendant la crise notamment, et quelles peuvent être les attentes vis-à-vis de la profession. Donc l'objectif ce matin, c'est d'aller plus loin dans cette démarche, non seulement d'écouter les besoins, mais aussi de réfléchir à la manière dont on peut y répondre de façon adaptée par une offre qui corresponde à ces besoins. Donc c'est le second temps de la démarche, écouter d'abord et répondre ensuite. Et donc on a voulu entendre vos deux témoignages sur la manière dont effectivement on peut y répondre. Alors avec deux temps. Pardonnerez ce côté, moi pour le coup d'être juriste, donc moi je fonctionne en deux parties, deux sous-parties parfois, mais donc deux temps, un premier temps sur retour d'expérience, et puis un second temps plus prospectif sur les nouvelles attentes éventuelles. Alors dans ce premier temps de retour d'expérience, on va commencer par vous, David Buttet, puisque vous avez, à l'occasion de cette crise, profondément transformé votre business model, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous allez nous le dire et nous parler aussi de la manière dont le commissaire aux comptes vous accompagne dans cette transformation, son rôle et son utilité dans cette transformation. Oui, complètement. Alors bonjour à tous, ravi d'être avec vous ce matin. Je sais qu'hier, il y a eu aussi un intervenant du MEDEF national qui est intervenu. Moi, je suis président du MEDEF de Côte d'Or et patron de plusieurs PME, un petit groupe qui, jusqu'en janvier 2020, représentait à peu près 70 personnes, et spécialisé dans le monde de l'événementiel. Donc vous imaginez bien que c'était le choix stratégique absolu, pré-Covid, à faire. Ceci étant dit, dans la crise que j'ai traversée, je l'ai vu arriver dès le mois de janvier, puisque j'ai une action qui était européenne. Donc les marchés ont commencé à se fermer sur l'Italie, l'Allemagne, bien avant que ça arrive en France. Et j'alertais un petit peu le MEDEF national en disant attention, attention, il y a des choses qui se passent. Personne ne me croyait vraiment à ce moment-là. Et en mars 2020, tout le monde s'est rendu compte que véritablement c'était un fléau. Et je me suis retrouvé avec 90% de mon activité à zéro du jour au lendemain. Et notamment, la plus grosse de mes structures est une menuiserie qui fabrique des décors et des stands d'exposition pour des clients un peu partout à travers l'Europe. Et je me suis posé beaucoup de questions, évidemment. Et je me suis posé beaucoup de questions avec l'ensemble de mes conseils, si je peux appeler ça comme ça. Alors, je vais commencer par être taquin. Je sais qu'Yannick, il est au courant, mais volontairement, puisque du coup, ça a été l'occasion pour moi, en mai 2020, de rencontrer pour la première fois mon commissaire aux comptes après 4 ans de prestations à mes côtés. Alors, je sais que ça n'est absolument jamais le cas chez vous, tous ici. Ceci étant dit, ça m'a un petit peu interloqué. Je signais tous les ans une décharge pour mettre en place le fait que j'avais bien accepté tout ce qu'il proposait. C'est ce que vous me faites signer, ce que vous faites signer à tout le monde. Et c'est normal. Par contre, je me suis interrogé sur le rôle qu'il allait jouer véritablement dans cette déflagration du jour au lendemain. Et avec mes différents conseils, avocats, experts comptables, j'avais aussi engagé une banque d'affaires, un peu de stratégie pour le développement, puisqu'on était sur une pente ascendante très forte. Alors évidemment, ça s'est bloqué d'un seul coup. Je me suis rendu compte que le commissaire aux comptes allait avoir un rôle majeur sur la confiance qu'il allait donner au marché de mon entreprise. Parce que ce n'est pas forcément une confiance directe qu'il donne à l'entrepreneur, mais c'est une confiance qu'il donne au marché de ce qu'il se passe. Alors j'ai vu mon commissaire aux comptes pour la première fois, et en visio, puisque forcément à ce moment-là on ne pouvait pas le faire autrement,
Par contre, on est rentré très en détail et je l'ai senti très embarrassé parce que finalement, il ne savait pas jusqu'où il pouvait déborder sur le rôle de conseil. Et je pense que ça vous arrive tous dans votre quotidien. Parce que du coup, j'avais des conseils à côté et dès que je le parlais de lui comme conseil, il me disait non, 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 je ne suis pas conseil, oh là là, non, surtout pas. Mais quand on est dans une crise comme celle-ci, finalement, le plus intelligent, c'est de s'écouter, de se mettre tous ensemble. J'écoutais avec attention ce que disait Gaspard, et c'est ça, c'est d'abord de donner et de se dire comment on fait par rapport à une situation aussi exceptionnelle dans une entreprise qui du coup se retrouve avec moins 90% du jour au lendemain et pour une durée certaine. Qu'est-ce qu'on fait? Donc on a fait plusieurs réunions, plusieurs visios, plusieurs rencontres. Et à un moment donné, ce que je qualifierais, enfin ce que l'ensemble des partenaires qualifient de tiers de confiance, alors j'ai horreur de cette expression, je pense que vous aussi, parce que vous n'êtes pas qu'un tiers de confiance, vous êtes une confiance à part entière, je pense, sur le marché. Et donc du coup, c'est le partage des tâches entre les différents conseils, et je vous mets un petit peu dans le lot quand même grâce à lui, pour se dire qu'il est arrivé à modéliser quelque chose avec l'expert comptable et l'avocat, pour que les marchés aient de nouveau confiance dans la stratégie qu'on a mise en place. Évidemment, quand on fait moins 90%, c'est compliqué d'obtenir des choses. Alors j'ai obtenu le PGE, j'ai obtenu évidemment le chômage partiel que j'ai mis en place très vite. Mais repartir, c'est très compliqué. Et quand on a, comme moi, une usine de 4000 m² avec des collaborateurs à l'intérieur, etc., qui ne travaillent pas pendant des mois, relancer la machine, c'est dur. Si je remets dans le contexte, on pensait repartir dès le mois de mai, puis on pensait repartir en juin, puis on pensait repartir en juillet, puis on pensait repartir en septembre, et ça n'est pas arrivé. Donc c'est véritablement en septembre 2020 que j'ai décidé de faire une bascule totale. Et c'est là la petite différence entre un commissaire aux comptes. Alors j'ai dîné avec vous mercredi soir avec certains d'entre vous. J'ai découvert d'ailleurs un des vôtres très sympathique qui s'appelle Jean-Pierre Patou, que vous connaissez forcément. Il me disait qu'il était que vous étiez vous aussi entrepreneur, et je me suis permis de lui dire non, je pense pas, parce que moi, mes marchés, je dois aller les chercher tous les jours et je dois aller chasser les clients tous les jours. C'est pas forcément votre cas, donc c'est une petite différence. Vous êtes des chefs d'entreprise, ça c'est sûr, peut-être pas tout à fait entrepreneurs. Mais ceci étant dit, il a fallu que je transforme mon modèle et moi que du jour au lendemain, je change mes clients, mon outil de production, la méthode et tout ce qui se passe à l'intérieur, et que le marché ait confiance pour se dire que ça allait marcher. Et donc ma menuiserie, je l'ai transformée en menuiserie d'agencement, plus classique. Et aujourd'hui, on fabrique du mobilier pour de l'hôtellerie, de la restauration, des boutiques, et même d'ailleurs pour du particulier un peu haut de gamme sur mesure. Et je pense et j'espère, en tout cas on est sur la tendance et le plan qu'on a mis en place fait qu'aujourd'hui, dès 2022, on devrait refaire le même chiffre d'affaires que 2019. Ce qui est quand même pas banal. J'espère qu'on va y arriver, il n'y a pas de raison. Avec une petite particularité, c'est qu'évidemment, le taux d'endettement et tout ce qui va avec n'est plus tout à fait le même que pré-crise, et la trésorerie a souffert énormément. Tout ça pour dire que le rôle du CAC, puisque c'est là où on en arrive, même si je ne l'avais pas rencontré avant, en tout cas on a été très proches pendant pas mal de temps par la visio, et surtout, il a eu à certifier des comptes, à mettre en place une procédure d'alerte, puisqu'à un moment donné, il a fallu le faire, dans la situation dans laquelle j'étais à un moment donné, mais il a permis au marché, à l'État, aux banques, à tous les partenaires qui étaient en place, d'expliquer par la rédaction et par la complicité évidemment des autres conseils, de dire que c'était solide et qu'on pouvait y arriver, qu'on avait la capacité d'y arriver. Et c'est pour ça que je pense que cette confiance, il faut que vous soyez convaincus que vous devez l'avoir, vous devez la donner, comme le disait Gaspard juste avant, mais c'est important pour les chefs d'entreprise, et j'y reviendrai dans un second temps. Je suis convaincu aujourd'hui que, comme vous êtes des machines de méthode, je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est vraiment un compliment quand je vous dis ça, parce qu'un entrepreneur comme moi, on est une machine de pas du tout de méthode, parce que justement, on va dans tous les sens, et c'est comme ça qu'on développe des choses. Et on a besoin de ce garant de machine de méthode à nos côtés, pour nous permettre de passer les paliers et dans des crises particulièrement, de pouvoir les passer convenablement. Merci beaucoup. C'est très, très intéressant et riche en formules qu'on vous reprendra peut-être, de tiers de confiance à confiance à part entière, ou machine de méthode. Mais merci. Je ne m'arrêtais évidemment pas à l'anecdote, c'était très, très intéressant. Monsieur Millard, donc, du point de vue du directeur financier, et là aussi dans la période qui a été la nôtre et qui se prolonge, l'apport du commissaire aux comptes, bien sûr, est essentiel aux côtés du directeur financier.
Oui, merci d'ailleurs. Bonjour à tous. Merci M. Berlioz d'avoir convié à ces assises donc, la DFCG, hein, donc c'est l'Association nationale des dirigeants financiers. Juste un petit mot là-dessus parce que nous avions également hier et avant-hier donc notre congrès national, hein, un peu comme vous, Financium, donc qui s'est tenu à Paris. Et le thème de la confiance est apparu et réapparu effectivement un petit peu en permanence. La DFCG, c'est une association professionnelle hein, qui fêtera ses 60 ans dans un an. L'association de référence hein, pour les directeurs financiers en France, pas que, hein, toutes les fonctions qui tournent autour de ça. C'est à peu près un peu plus de 3500 membres permanents, c'est 40 000 personnes sur toute la France, donc on est naturellement amené à travailler avec vous. Hein. Et donc, il me semblait relativement intéressant qu'effectivement on puisse donner un avis là-dessus, hein, sur cette évolution. La loi Pacte étant passée par là, et les lignes effectivement ont pas mal bougé, notamment pour votre profession. Mais en réalité, ça ne change pas grand-chose pour nous, directeurs financiers. Donc, je représente la profession parce que j'ai le sentiment que votre profession mute en termes effectivement, à la fois de qualité, de rapport aux clients. Moi, j'étais aussi quelques années commissaire aux comptes. Bon, j'ai mal tourné, hein, je suis parti vers l'entreprise. Mais en réalité, c'est vrai que cette notion de confiance, elle change aussi vos comportements en entreprise. Ça veut dire quoi, notamment sur les financements, puisqu'on va parler des financements. C'est vrai que depuis maintenant 2 ans, on a des financements un petit peu partout qui naissent et des solutions de financement qui sont importantes. Et vous avez un rôle important parce qu'en réalité, aujourd'hui, il faut sortir un petit peu de votre mission de commissariat aux comptes classique pour évoluer vers notamment je dirais la validation des comptes et notamment des prévisionnels dans le cadre de besoins de financement. Et les entreprises, pendant près de maintenant 1 an et demi, 2 ans, ont été hyper sollicitées là-dessus. Et effectivement, je dirais que la contribution du commissaire aux comptes, en certifiant notamment des états financiers pour pouvoir être éligible à un certain nombre de financements, a été déterminante. Voilà, déterminante. Et c'est pour ça que je parle de mutation. Je pense que le métier classique, naturellement, il est important. Il rassure tout le monde, mais il rassurait déjà tout le monde. Et donc aujourd'hui, on attend autre chose en réalité du commissaire aux comptes. On a eu un échange là-dessus. C'est vrai qu'aussi votre profession se percute aussi avec les experts comptables qui en réalité peuvent aussi être amenés à faire des missions de conseil. Et tout ça est un peu, quelque part, est en train de se stabiliser. En tout cas, le commissaire aux comptes a cette qualité de transmettre cette validation, cette certification, qui est juste essentielle. C'est vrai que pendant, alors ça n'a pas été complètement dans les 2 années qui se sont écoulées, on a eu notamment sur ces questions de financement une administration qui était un peu moins regardante parce que il y avait urgence, il fallait sauver les entreprises. Geoffroy Roux de Bézieux était hier avec nous à Financium et il nous disait qu'effectivement la priorité ça a été à la fois bien sûr de permettre aux entreprises de renouveler leurs fonds propres, hein, parce qu'on se rend compte que les PGE, en réalité, finalement, ils ont été tirés à hauteur de près de 200 milliards d'euros et ils n'ont pas été consommés. Donc ça veut dire qu'ils sont restés en trésorerie. Et ça, c'est un élément important, en réalité. Mais ils ont été en général. Hein. Et donc, le deuxième point, c'est effectivement la mise en place du chômage partiel qui a permis aussi aux entreprises, partout, dans tous les secteurs, de pouvoir tirer leur épingle du jeu. Mais l'évolution du commissaire aux comptes ne s'arrête pas là en réalité, parce qu'on a beaucoup parlé à Financium du développement durable, la responsabilité sociale et solidaire et sociétale. Et c'est vrai que vous avez là aussi une responsabilité essentielle, notamment sur nous aider, nous, entreprises, et nous sommes naturellement vos interlocuteurs hein, dans les entreprises, à crédibiliser aussi par des indicateurs d'inclusion, par des indicateurs green. C'est vrai que tout ça, on se rend compte dans les entreprises que cette dimension est juste en train d'exploser. C'est juste en train de devenir quasiment une dimension essentielle du dirigeant financier. Pourquoi? Parce que dans les entreprises, personne ne s'occupe du développement durable, sauf dans les grandes entreprises. Emmanuel Faber nous disait hier qu'effectivement, chez Danone, oui, il y a quelqu'un qui s'occupe de ça. Oui, mais ce n'est pas le cas de la majorité des entreprises. Et on va devoir rentrer le 1er janvier 2022, finalement, dans ces démarches-là. Donc vous avez juste un rôle essentiel. Voilà. Et ça, je tenais à vous le dire ici, parce qu'on va devoir fiabiliser, crédibiliser, démontrer que ces indicateurs, finalement, ils sont fiables et ils ont une pertinence réelle. Et puis, pourquoi on fait ça aussi? Naturellement, c'est pour permettre aux entreprises de pouvoir continuer d'être éligibles à des financements.
On est toujours, le plan de relance est très important. Alors, on a au moins un point commun avec les commissaires aux comptes, c'est que moi j'aime beaucoup les chiffres aussi. Hein. Donc je suis venu avec quelques chiffres. Est-ce que j'en parle maintenant? Vous voulez qu'on en parle après? Non, allez-y, on peut... Donc les financements en fonds propres des ETI PME, c'est toujours quelque chose de très important. On a, en capital investissement, premier semestre 2021, on a des fonds investis qui ont augmenté 35% par rapport à 2020. Donc on se rend compte qu'effectivement ça explose complètement, que plus de 1200 entreprises ont été nouvellement accompagnées, que les levées de capitaux, c'est 10 milliards d'euros qui ont été levés par du capital investissement, 1,7 milliard d'euros investis en dividendes par les particuliers et les family office. France Relance, c'est aussi des PIA pour 11 milliards d'euros. Donc, bon, je ne vais pas citer tous ces chiffres-là, mais il y a des initiatives green qui sont également très importantes et qui vont vous mobiliser, nous mobiliser. Donc, je pense qu'on est au début de quelque chose qui va être très important. Encore une fois, moi, je voulais vraiment mettre l'impact sur le développement durable parce que ça transforme complètement nos organisations, ça transforme les directions financières. Elles sont en train d'évoluer. En 2 ans, finalement, elles ont complètement changé, complètement muté. C'était l'occasion aussi de développer un certain nombre d'outils, de les mettre quasiment en application du jour au lendemain. Et on n'a pas fait ça tout seul, on a fait ça aussi grâce à vous, grâce au commissaire aux comptes. Donc voilà, ce sont des messages qui sont importants et j'insiste un petit peu sur cette mutation véritablement de votre métier. Crédibiliser, c'est vraiment on évoquait le crédit dans l'intervention précédente, crédit, confiance, crédibiliser, c'est l'apport essentiel et à différents égards avec de nouvelles attentes, de nouvelles manières d'apporter cette crédibilité. David Buttet, donc allons vers cette dimension-là un peu plus prospective, dans laquelle on vient de rentrer, on en a beaucoup parlé hier, notamment de RSE, mais pas seulement. Quels sont... Et vous nous disiez que vous aviez votre avis sur ces nouvelles attentes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, tout à fait. Ben, je vais reprendre un peu la formule que j'ai donnée tout à l'heure, c'est-à-dire que vous êtes des machines de méthode. Et en réalité, face à l'immensité que représente pour la plus grande partie des entreprises qui sont des PME, alors qui sont les petites voitures qui n'ont plus besoin de ceinture de sécurité, hein, les grosses, elles ont toujours besoin, mais les petites, beaucoup moins. Il n'empêche qu'aujourd'hui, il va falloir qu'elles se mettent en avant sur la méthode RSE au sein de leur entreprise. C'est un chemin obligatoire et qui est lié justement sur la confiance des organisations qui vont pouvoir le faire. Et le premier levier sur lequel il faut le faire, c'est pour pouvoir conserver de l'attractivité pour les collaborateurs. J'imagine que c'est pareil chez vous. Pour réussir aujourd'hui à conserver les collaborateurs ou en attirer, il faut qu'on démontre qu'on donne du sens au quotidien à tout ce que l'on fait. Et ça, au final, beaucoup de chefs d'entreprise, de PME, que je croise en tant que président du MEDEF dans mon territoire, mais même moi-même, je me rends compte que je fais déjà une partie du chemin, mais que je ne l'ai jamais formalisé. Et là, je pense que vous avez un boulevard devant vous, vous, CAC, pour mettre en place la formalisation de tout ça, permettre de se dire d'où est-ce qu'on part dès aujourd'hui et où est-ce qu'on peut emmener les entreprises demain dans leur performance sur ces sujets-là. Un autre indicateur, c'est que finalement, c'est une nouvelle façon de valoriser les entreprises. J'ai eu à travailler dans le passé, avant d'être entrepreneur avec les États-Unis. Je voyais déjà venir ça au début des années 2000. Finalement, les entreprises qui perdent de l'argent aux États-Unis sont les plus valorisées. Ça, c'est une hérésie chez nous. Dans notre modèle à nous, quand on regarde un bilan, on regarde le bilan financier, les l'EBITDA, etc. Enfin, c'est pas vous que je vais l'apprendre, mais on regarde pas autre chose. Et pourtant, les grandes entreprises comme Tesla ou comme les grands du net perdent de l'argent tous les jours, mais tout va bien et elles sont de plus en plus valorisées. Le chemin de demain ira là-dessus, j'en suis à peu près convaincu, et il va falloir qu'on travaille énormément sur l'extra-financier. Alors, je suis désolé de le dire pour un DAF à côté de moi, mais peut-être que du coup ce sera dans vos tâches aussi d'ailleurs. Mais l'extra-financier va devenir très important dans la valorisation de l'entreprise. Et pour ça, on a besoin d'écrire le parcours. Alors non pas d'écrire de nouvelles normes, parce que ça suffit, on en a suffisamment des normes. Par contre, ça va être un parcours individualisé pour chaque entreprise. Et il ne faut pas que ça devienne une obligation. Il faut que ce soit un chemin naturel. Et j'insiste là-dessus, mais déjà, beaucoup de PME et beaucoup d'entreprises font de la RSE tous les jours. Les PME sont une organisation très proche de leurs collaborateurs, par essence, puisque c'est des organisations courtes.
Elles ont également des méthodes pour faire du recyclage. Je vais vous donner un exemple très concret. Moi, j'ai passé des partenariats avec des écoles aux alentours de mon entreprise, et 100% des chutes de bois que je peux avoir sont déjà données à des CFA pour qu'ils les utilisent tous les jours. Je l'ai fait naturellement, mes collaborateurs l'ont fait, mais on n'a jamais réfléchi au fait que c'était une démarche RSE. Et on ne l'a jamais écrit, on ne l'a jamais formalisé. Et pourtant, je pense que ça peut participer demain à la valeur de mon entreprise et à l'augmentation de la valeur que je peux créer. Donc il y a énormément de choses à faire là-dessus. Alors, l'environnemental, le sociétal, et puis le numérique. Parce que c'est un sujet dont on parle peut-être peu, mais la transformation numérique, on l'a vu, la crise a eu cette vertu, c'est d'accélérer énormément de sujets qui étaient déjà latents, mais ça l'a accéléré de manière phénoménale. Plus personne ne peut être à côté aujourd'hui d'une visio, je pense, à peu près partout. Bon, c'est un peu moins le cas pour mes menuisiers, hein, quand même, c'est plus compliqué. Mais sinon, pour tout le reste, c'est le cas. Donc, comment accélérer l'usage du numérique? Parce qu'il ne faut jamais oublier que le numérique n'est qu'un outil, c'est tout. Il faut arrêter d'en faire quelque chose d'énorme, ça n'est qu'un outil. Mais par contre, c'est un média qui va permettre d'accélérer des modèles économiques et de les bouleverser. Et c'est là où on a besoin de certification, d'organisation, de méthodes. Et je reviens aux machines à méthode que vous êtes, et qui vont forcément pouvoir écrire, rédiger, donner le chemin, mais un chemin individualisé par PME et par entreprise, parce qu'il n'y a que comme ça que ça peut se faire. Et donc, c'est le marché de la confiance qui va être en place. Et si la certification demain que vous allez pouvoir mettre en place sur ces sujets-là de transformation peuvent permettre d'avoir la confiance des marchés, comme je reviens là-dessus, forcément les entreprises vont se développer et vont croître grâce à vous d'une certaine manière. Attesté d'un certain nombre de process qui sont existants, mais qui ne sont pas forcément écrits et qui n'ont pas forcément besoin de l'être, mais dont une attestation permettra de les valoriser par une forme de label, oui, le cas échéant, ou en tout cas d'une mise en évidence. Écrire tout ça, c'est une contrainte pour une PME. Donc l'attestation du CAC permettra justement de faire ce chemin-là, pour ne pas rentrer dans un quotidien où il n'a pas le temps de le faire, de toute façon. Et puis ensuite, c'est peut-être quand même écrire aussi une partie de la méthode, c'est-à-dire qu'on sait déjà qu'on fait des choses, donc c'est le rédiger ou le certifier, je ne sais pas comment le faire exactement. Puis ensuite, donner le chemin, c'est-à-dire que c'est l'amélioration continue en réalité. Et donc c'est d'attester cette amélioration continue. Effectivement. Je peux dire un mot quand même là-dessus. Bien évidemment, je vous attendais. J'aurais quand même réagir, mais alors, je suis complètement d'accord. Je pense que concernant la RSE, on a face à nous quelque chose qui n'est pas du tout, faut se dire, structuré, organisé. Notamment pour 95% des entreprises, même les grandes entreprises. Hein. Hier, il y avait le CFO de Danone, Kering, hein, qui nous disait que pour les grandes entreprises, elles sont amenées à réaliser des rapports spécifiques sur la DPEF. Il nous disait que c'était à peu près 130 pages, mais qu'en réalité, la démarche était propre à chaque grande entreprise. Donc rien que là, ça pose déjà un problème. Pour les petites entreprises, entreprises de taille moyenne, PME, etc., ETI, franchement, on ne sait pas vraiment où on va là-dessus, parce que ce n'est pas vraiment normé, parce que les directions financières vont devoir piloter finalement ces sujets-là, et que je pense que on en a pour quelques années à véritablement comprendre ce qu'on doit faire, ce qu'on doit produire, comment l'utiliser, comment le valoriser. Et donc, je cite souvent à moindre échelle la mise en place de la RGPD, mais c'est un peu pareil en réalité. Hein. C'est quelque chose dont tout le monde ne s'intéressait pas forcément il y a quelques années, puis ça a pris une ampleur soudaine. Et bien là, c'est un peu pareil, sauf qu'en réalité, ça a un impact directement bien entendu sur les comptes de l'entreprise, qu'on ne sait pas aujourd'hui traduire. Hein. Traduire des indicateurs en schéma comptable, écoutez, s'il y a des personnes ici qui savent le faire aujourd'hui, je veux bien que vous m'expliquiez. Et donc voilà, donc on est vraiment au début d'une démarche qui va structurer, déstructurer finalement pas mal aussi les organisations, probablement pour des choses positives. Et en tout cas, je voulais le préciser. Le deuxième axe, c'est la transformation numérique. Évidemment, la transformation numérique, je pense qu'en l'espace de 2 ans, on a gagné 10 ans. On a gagné 10 ans dans les directions financières et dans les entreprises au sens large, puisqu'on a accéléré, on a développé, on a modifié, on a dû quasiment du jour au lendemain, finalement, s'organiser, travailler à distance, dans des petites comme dans les grandes entreprises. Et là-dessus, encore une fois, j'ai tiré un coup de chapeau hier à la communauté des dirigeants financiers. On cite souvent les RH, etc. Mais tout le monde était sur le pont pendant ces 2 années, je pense qu'il faut le rappeler. Hein. C'est pas, alors certes, il y avait des ordonnances, des décrets tous les jours, mais voilà, on a été, nos professions, globalement, et vous également, ont été fortement sollicitées, et je pense resteront largement sollicitées dans les années qui viennent sur ces sujets-là.
Merci messieurs, on voit que les horizons sont vastes, importants, numériques, ils sont RSE, et c'est pas pour rien que l'année prochaine sera marquée du saut de confiance des commissaires aux comptes sur ces deux thématiques. Merci Merci beaucoup pour ces témoignages, on vous applaudit.